Bon, alors, dans le dernier épisode, en vrai, on a beaucoup parlé de la peau et pas du tout du toucher. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez apprendre des trucs sur la peau, il se trouve ici, ou dans la description. Bon, c'est vrai que c'est nécessaire de parler de la peau avant de parler du toucher. Voilà. Le toucher qui est le premier sens à se développer in utero. Mais on a quand même oublié du coup de parler de ce qu'il y a dans la peau et qui sert au toucher. Et oui, parce que qui dit sens dit capteur, et ces capteurs, on en trouve différentes sortes dans la peau. Et pas que dans la peau, mais on va y revenir. Donc ces capteurs sont les suivants, les corpus... Attends, on n'oublie pas un truc là? Quoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on oublie un truc. Tu veux qu'on reparle de la peau? Toi, ferme ta grande... Donc il existe plusieurs types de capteurs pour le toucher. Les corpuscules de Messner, les corpuscules de Merkel et les corpuscules de Pacini. Bon, déjà il y a un truc à signaler. Pour la vue et l'ouïe, par exemple, on était face à des récepteurs dits complexes, c'est-à-dire c'était des organes sensoriels complets, avec différents types de cellules différenciées, bien organisées et tout, pour former des organes. Là, pour le toucher, on est face à ce qu'on appelle des récepteurs simples, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de terminaisons nerveuses libres et d'organes terminaux encapsulés. C'est un genre de capsule contenant ou pas des cellules différenciées et innervée par un neurone sensitif. On va voir tout ça, pas de peine. En gros, on est sur des machins beaucoup plus simples qu'un œil par exemple, mais ces machins, on en a plein et partout. Les corpuscules de Messner se situent dans les couches superficielles de la peau, précisément à la jonction entre l'épiderme et le derme, comme les corpuscules de Merkel d'ailleurs, qu'on appelle aussi disques de Merkel. Ce sont des capteurs de pression, pour faire simple. Ils sont capables de détecter les variations de pression sur la peau. Alors, quand on dit qu'ils sont capables de détecter, c'est assez impropre, puisque ce sont eux qui détectent. Ce que ça signifie, c'est qu'ils vont s'activer lorsqu'il va y avoir une variation de pression. Les corpuscules de Merkel sont sensibles aux pressions même très légères, comme un effleurement, et vont nous permettre de discriminer les formes, les bords et les textures de ceux avec quoi on est en contact, tandis que les corpuscules de Messner, eux, sont beaucoup plus spécialisés dans la détection des mouvements de surface, même légers, et des vibrations lentes. Ce qui les distingue également, c'est le fait que les corpuscules de Merkel ont une adaptation dite lente, là où les corpuscules de Messner ont une adaptation dite rapide. Ça signifie que les corpuscules de Messner sont plus aptes à détecter rapidement des modifications de stimuli. On trouve ces deux types de corpuscules un peu partout sous la peau, mais on en trouve en plus grand nombre dans les parties glabres et particulièrement sensibles de la peau, comme les doigts et les lèvres par exemple. Oui, par exemple. Les corpuscules de Pacini, quant à eux, sont ancrés bien plus profondément dans le derme, et ils ne fonctionnent pas de la même manière que les autres. Là où Merkel et Messner sont ultra bien localisés, les corpuscules de Pacini couvrent des zones beaucoup plus larges. Leur zone de sensibilité, ça peut être un doigt, ça peut être la paume de la main tout entier. Ils s'adaptent rapidement et donc sont parfaitement adéquats pour discriminer les stimuli mobiles et les vibrations rapides. Bon, je suis désolé, mais il faut que je demande. Mais quoi? Bien, je vois bien que je suis pas seul. Les gens, je les vois, ils sont en train de faire oui de la tête comme ça pour être polis, mais ils sont comme moi, ça les saoule. Bon, quoi? L'adaptation. T'es là genre oui, alors ça c'est une adaptation qui est lente, ça c'est une adaptation qui est rapide, c'est une adaptation à quoi? Ah, allez, go parler de l'adaptation, petite parenthèse. Oui ça tombe bien, comme ça en même temps on va pouvoir faire la distinction entre adaptation et conduction. Eh merde. Ce qu'on appelle l'adaptation, ou précisément la vitesse d'adaptation, c'est la vitesse de perte de sensibilité d'un récepteur alors que le stimulus perdure dans le temps. Là où la conduction, c'est la vitesse à laquelle le récepteur transmet l'information au système nerveux central. Pour bien comprendre ce que c'est que l'adaptation, il y a une petite mise en situation qui est facile à faire. Si vous êtes dans un bar avec un ami, il y a beaucoup de monde autour de vous, vous savez que vous êtes capable de tenir une discussion avec votre ami qui est à côté de vous sans vous préoccuper, sans prêter attention à tout le bruit environnant. Alors précisément, sans être dans les conversations d'à côté. Alors là, vous allez me dire que c'est une histoire d'attention. Et je vais vous dire oui, mais pas que. Parce qu'il existe un truc similaire au niveau des récepteurs sensitifs. Par exemple, quand j'ai écrit le script de cet épisode, en même temps que je tapais sur le clavier de mon ordinateur, j'avais la base de la paume de mes mains qui reposait sur l'ordinateur. Et autant à chaque fois que je pressais une touche sur le clavier, je sentais bien que mon doigt était en contact avec la touche, je sentais la touche s'enfoncer, autant si je faisais pas gaffe, je ne sentais absolument pas l'ordinateur contre la base de la paume de mes mains. On le vit tous en permanence ce truc. Vous ne sentez pas le contact de vos fringues sur l'ensemble de votre corps. Pourtant, vos fringues sont en contact avec votre corps. De la même manière, quand vous êtes assis, vous ne sentez pas en permanence l'assise contre vos fesses. Est-ce que vous voyez le rapport là? L'adaptation d'un récepteur, c'est la chose suivante.
si un récepteur est activé par un stimulus et que le stimulus dure dans le temps, le signal envoyé par ce récepteur va-t-il s'estomper jusqu'à disparaître? Dans le cas d'une adaptation lente ou même nulle, le signal continue tant que le stimulus perdure. Là où en revanche, avec une adaptation rapide, le signal n'est fort que pendant les variations de stimulus. Un exemple tout simple pour ressentir ce que c'est que l'adaptation rapide. Vous prenez un objet, type un stylo, un crayon, une règle, peu importe, un objet léger, voilà, que vous allez presser contre les poils de vos bras ou de vos jambes, mais attention, sans toucher la peau. À mesure que vous déformez, que vous courbez les poils, vous allez sentir la pression qui est exercée. Et à ce moment-là, vous arrêtez de bouger. Et bien, si vous arrêtez de bouger, et alors que les poils sont toujours recourbés et qu'il y a toujours cette pression, vous ne la ressentez plus du tout. Et bien ça, c'est l'adaptation rapide. Du coup, si j'en reviens à mes corpuscules, eh ben, les corpuscules de Messner et Merkel ont une adaptation qui est lente, c'est-à-dire que tant que le stimulus perdure, il reste actif. Là où les corpuscules de Pacini ont une adaptation qui est rapide. Mais par contre, ils sont beaucoup plus sensibles aux variations de stimulus. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi pas avoir un même capteur qui soit à la fois actif dans la durée et sensible aux variations? Bah, c'est un peu le problème avec les capteurs simples, ils savent pas faire. Parce qu'en vrai, c'est-à-dire que si on voulait qu'un capteur soit capable de faire les deux, il faudrait quand même qu'il soit capable de distinguer les deux, oui? Comment ça? Bah, imagine que tu as un capteur qui t'envoie un signal en continu pendant 10 secondes. Comment tu fais pour savoir si ça veut dire qu'il y a eu un stimulus qui a duré pendant 10 secondes ou s'il y a eu plein de variations d'un stimulus pendant 10 secondes? Ah, mais c'est comme pour le corps humain en fait. Alors, ouais, c'est possible. Vas-y, précise un peu, qu'on soit sûr. Bah, on pourrait dire, voilà, de la même manière que ce serait plus simple d'avoir un seul organe qui gère tous les sens, la vue, le toucher, l'ouïe, tout ça. Mais comme c'est des choses très complexes et qu'il faut pouvoir les distinguer, on a préféré séparer. Voilà, encore que on n'a rien préféré, hein. Je veux dire, c'est juste comme ça que ça s'est gaulé. Sur le principe, voilà, sur le principe, on divise pour mieux régner. C'est-à-dire qu'on a plein de mécanismes simples mais spécialisés et qu'on fait bien fonctionner ensemble. Ah, ils fonctionnent ensemble? Non, ils ne fonctionnent pas à proprement parler ensemble. C'est le système nerveux central qui synthétise tout ce qu'ils font. Mais bon, ça fonctionne, quoi. C'est bon, je peux reprendre? Mais du coup, pour stop! Donc, on a des capteurs qui captent tout ce avec quoi on rentre en contact et qui fonctionnent comme des capteurs de pression. Sauf que ça ne nous dit pas comment ça fonctionne. Et alors, pour comprendre ça, il faut déjà comprendre que ces capteurs, il s'agit de mécanorécepteurs, c'est-à-dire que ce sont des neurones qui sont sensibles aux déformations mécaniques. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein, des déformations mécaniques. Prenons les corpuscules de Messner, par exemple. Et là, j'annonce, je vais simplifier à balles. Donc, si vous, là, vous êtes étudiant en biologie et que vous vous bouffez des planches d'anates toute la journée à vous taper la tête contre les murs, j'ai 2 disclaimers pour vous. Alors, d'une, c'est pas la peine de venir me dire que je simplifie, je suis au courant, merci. De 2, si vous vous basez sur mes vidéos ou mes explications pour remplacer vos cours, faudra pas vous étonner de rater votre année. Encore une fois, ce que je fais, c'est pas des cours. Il existe des cellules qu'on appelle cellules de Schwann et dont le rôle usuel est d'isoler électriquement les fibres nerveuses. Dans les corpuscules de Messner, ces cellules sont empilées comme des assiettes, avec en prime un neurorécepteur dont la fibre s'enroule en spirale autour de celle-ci et entre celle-ci. Le tout ayant une forme de ballon de rugby et qu'on appelle capsule. Cette capsule est physiquement, mécaniquement ancrée autour d'elle par du collagène. Et elle est située très proche de l'extérieur, juste sous l'épiderme. Du coup, lorsqu'il y a une pression sur la peau au-dessus d'une de ces capsules, la peau va se déformer, ce qui va du coup forcer la capsule à se déformer. Ça va activer les terminaisons nerveuses qui sont dans cette capsule. Et même si leur adaptation est rapide, du fait qu'on a des capsules absolument partout sous la peau, si l'objet qui fait pression contre la peau se déplace, ça va successivement activer tout un tas de capsules et c'est le cerveau ensuite qui va reconstruire le mouvement de déplacement de cette pression. Voilà, donc ça c'est pour les corpuscules de Messner qui représentent environ 40% des terminaisons nerveuses de vos mains. 25% de ces terminaisons nerveuses, c'est des disques de Merkel. Et ces disques, comment fonctionnent-ils? Par groupe de 5 ou 10 cellules qu'on appelle cellules de Merkel, qui ensemble forment le disque de Merkel. Ces cellules sont connectées aux terminaisons nerveuses d'un même neurorécepteur. Et du fait de sa disposition plus large, le disque de Merkel couvre une plus grande zone et permet de discriminer les formes, les bords et les textures des objets avec lesquels on est en contact. Et en même temps, ils sont plus sensibles aux pressions, même les plus légères, genre un effleurement super léger. D'ailleurs, les disques de Merkel sont associés aux fibres nerveuses des follicules pileux et au mouvement des poils. On en parle après quand on parle des récepteurs des phanères. Si on descend plus profondément dans la peau, là on finit par tomber sur les corpuscules de Pacini qui sont gaulés différemment. Ils sont composés de 3 couches. La capsule, très épaisse, qui est la couche la plus externe. Pour info, les corpuscules de Pacini sont les plus grands récepteurs corpusculaires. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2 mm. Ensuite, dans la capsule, on trouve des lamelles en couches successives qui sont constituées de cellules de Schwann, comme la structure d'un oignon. Les couches successives, pas les cellules de Schwann. C'est les lamelles en couches successives qui sont comme la structure d'un oignon.
Et enfin, dans le noyau du corpuscule, on trouve la massue centrale qui contient la fibre nerveuse sans gaine de myéline, c'est-à-dire sans isolant. D'où l'intérêt des cellules de Schwann. Lorsqu'une pression sur la peau est faite, même de quelques microns à peine, on assiste à une déformation mécanique de la capsule et des lamelles, ce qui provoque un potentiel d'action, donc d'une réponse nerveuse. Le corpuscule réagit au stimulus. L'adaptation est très rapide, ce qui signifie que si le stimulus perdure sans varier, l'information envoyée s'atténue. C'est les corpuscules de Pacini qui ont permis la mise en évidence de ce qu'on appelle le mécanisme non neurologique de l'adaptation neuronale. Et là, je me rends bien compte qu'il va falloir 2-3 mots d'explication pour clarifier tout ça, parce que là, c'est pas clair pour vous. Mais c'est pas grave, c'est cool. Ça va nous permettre de reparler d'adaptation. L'adaptation neuronale, on l'a dit, c'est la perte progressive de sensibilité à un stimulus dans la durée. Et ça va nous permettre de distinguer deux catégories de récepteurs. Les récepteurs dits phasiques, qui déchargent rapidement leur fréquence de charge, c'est l'adaptation rapide. Et les récepteurs dits toniques, qui déchargent en continu, titre, et diminuent lentement leur fréquence, c'est l'adaptation lente. L'adaptation rapide, c'est efficace pour détecter les variations d'un stimulus, et l'adaptation lente, c'est efficace pour détecter la persistance d'un stimulus. On l'a dit ça déjà. En plus, c'est dans cet épisode qu'on l'a dit. Par exemple, lorsque vous vous asseyez sur une chaise, après quelques secondes seulement, vous ne prêtez plus aucune attention au contact de la chaise sur votre corps. Non mais ça aussi, on l'a dit. T'es sûr que ça va? On dit qu'il y a occultation de stimulus, et ça, c'est bien parce que ça permet déjà de ne pas surcharger les systèmes nerveux avec des messages sans importance. Il n'y a pas de système d'alerte au niveau du corps humain pour vous dire un truc du style « Hey, tu sais quoi? T'es toujours assis, mec !» En fait, il faut voir les messages au système nerveux comme des breaking news sur une chaîne d'infos. Voilà, il faut que ça. Imaginez une chaîne d'infos qui, pendant des heures et des heures, afficherait la même information sans aucune modification. Ce serait. Mais ça permet aussi tout simplement de ne pas surcharger le système nerveux tout court, message important ou pas. Parce que s'il y a trop d'informations, alors là c'est shutdown, reboot et mode sans échec. Et le rapport avec ce dont on parlait maintenant, à savoir le mécanisme non neurologique d'adaptation neuronale. L'adaptation neuronale peut être directement liée à un événement nerveux ou pas. Et quand c'est le cas, quand c'est un événement nerveux, quand il s'agit de mécanismes neurologiques, c'est lié à des histoires de concentration en ions, d'hyperpolarisation de cellules nerveuses. Bref, mais tout ça, on s'en fout, parce que c'est pas de ça dont on parle. Dans le cas de mécanismes non neurologiques, pour le coup, qui est ce dont on est en train de parler avec les corpuscules de Pacini, dont l'activation est produite par une déformation mécanique, lorsque cette déformation intervient, ça provoque un potentiel d'action. Et alors même que cette déformation est maintenue, la fréquence des potentiels diminue progressivement avec le temps. Eh bien, il y a des chercheurs qui ont cherché à stimuler de la même manière la massue centrale d'un corpuscule de Pacini, mais en ayant au préalable retiré les couches de lamelles. Et ils se sont rendus compte que dans ce cas-là, la fréquence des potentiels ne diminue plus avec le temps. Du coup, ça permet de montrer que l'adaptation, donc la perte progressive de sensibilité, était bien causée par la déformation de la fibre qui elle-même était causée par les lamelles. C'est donc bien un mécanisme non neurologique de l'adaptation neuronale. Ok. Et les phanères? Ah oui, putain, les phanères. On rappelle juste, les phanères, c'est tout ce qui est poils, cheveux, ongles, dents, griffes, écailles. Les récepteurs des phanères sont des extérorécepteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'ils sont en fait à l'extérieur du corps. Enfin, ils ne sont pas à l'extérieur du corps, ils sont à la surface du corps. Comme tous les récepteurs qu'on a vus dans cette vidéo sur le toucher d'ailleurs. Ah bah non, les corpuscules machin, on a dit, ils sont sous la peau. Oui, non, alors oui, ok. Enfin, il faut y mettre du tien aussi à un moment donné. Oui, alors effectivement, voilà, ce sont des capteurs qui ne sont pas à l'extérieur du corps. Tu n'as pas de récepteur 4 mètres à l'extérieur de ton corps. Je suis d'accord. Mais quand on dit que ce sont des extérorécepteurs, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment à la surface du corps pour être sensibles directement à des modifications extérieures. Par opposition aux intérorécepteurs, qui eux sont sensibles à ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, comme les viscérorécepteurs ou les barorécepteurs, qui sont sensibles à la pression sanguine par exemple. Ok. D'une manière générale, l'information des extérorécepteurs est consciente, tandis que l'information des intérorécepteurs est inconsciente. Vous avez conscience d'un contact sur votre peau, vous n'avez pas conscience de votre pression sanguine. Ce qui est logique, hein. Et oui, il est utile pour nous d'être conscients des variations de notre environnement, mais ça ne nous sert à rien d'être conscient des variations internes de notre corps, tant que ces variations sont normales et gérables. Pour reprendre la métaphore de la chaîne d'information, on ne va pas vous envoyer de message pour vous indiquer que Jérôme, qui s'occupe de la caméra 1, va faire une pause pipi de 5 minutes et va être remplacé par Bernadette. Donc voilà, il y a les extérorécepteurs, les intérorécepteurs, les viscérorécepteurs, les barorécepteurs, etc. On pourrait même parler aussi des propriorécepteurs, mais ça on va se le garder pour la proprioception, qui est la prochaine vidéo. Donc, les phanères. Les récepteurs des phanères sont donc des extérorécepteurs, mais ce sont toujours des mécanorécepteurs, hein. Ils sont sensibles aux déformations mécaniques. Concernant les poils, notons que chaque poil est associé à un muscle dit horripilateur, j'adore ce nom, qui est capable de redresser ce poil en cas de froid ou d'émotion forte. Par exemple, c'est la fameuse chair de poule. Horripilateur! Autour de la racine du poil, il y a des fibres nerveuses qui s'enroulent pour former un genre de grille ou de palissade qu'on appelle le plexus de la racine du poil.
À ces fibres peuvent être associés des corpuscules de Messner ou Merkel et une déformation du poil active ces fibres nerveuses qui transmettent une sensation tactile. Et il y a un fan-nerf très particulier qui s'appelle la vibris, qui ressemble à un poil, mais qui n'est pas tout à fait un poil. C'est un poil, si, c'est totalement un poil. C'est juste un poil qui est méga plus sensible à son environnement que les autres poils. Voilà. Chez les chats, c'est les moustaches du chat. Mais surtout, chez l'humain, c'est les poils de nez. Et si vous n'êtes pas parfaitement convaincu de la sensibilité de vos poils de nez, je vous conseille l'expérience suivante. Vous prenez une pince à épiler, vous vous épilez un poil de bras. Ensuite, vous prenez une pince à épiler et vous vous épilez un poil de nez. Et vous pourrez revenir dans une demi-heure quand vous aurez cessé de pleurer. Le fonctionnement est le même que pour n'importe quel poil, oui, mais ce qui distingue les vibrisses des poils, c'est que les vibrisses sont beaucoup plus innervées et beaucoup plus vascularisées. Le fait qu'ils soient beaucoup plus innervés les rend beaucoup plus sensibles. Le fait qu'ils soient beaucoup plus vascularisés provoque beaucoup plus de saignements en cas de déchirure, par exemple. D'où les saignements de nez. Et les ongles, c'est pareil. Comme les cheveux des poils, à part la racine, ils ne sont pas énervés, ce qui fait qu'on peut les couper sans douleur. Mais le lit de l'ongle, la partie de la peau qui est en contact avec l'ongle, c'est une zone qui est très très innervée, qui est très très sensible. Attention, voilà en gros ce qu'on peut dire sur le toucher. Et si vous êtes attentif et que vous avez suivi depuis le début, normalement, là, vous allez me dire « Ouais, t'as dit au début que le toucher, ça concernait la peau, mais pas uniquement. » Pas uniquement, en effet, parce qu'il y a des capteurs qui ne sont pas sous la peau et qui sont intricablement liés au toucher, bien qu'indirectement. Ah, c'est maintenant qu'on engueule les gens? Non, on se le garde pour le prochain épisode. Comme ça, les gens pourront continuer d'écrire dans les commentaires qu'ils ne sont pas d'accord. C'est important sur YouTube qu'il y ait plein de commentaires. C'est à peu près aussi important que d'avoir des pouces bleus, de partager la vidéo, de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche, tout ça. Mais j'ai pas envie de saouler encore les gens avec ça. C'est fatigant à force, c'est relou de dire toujours autant quand vous faites ça. J'ai un compte TV et activer la cloche et tout ça. Voilà. Je préfère ne pas être relou. Ok, donc du coup, le sens du toucher est à distinguer de 3 autres sens avec lesquels on le confond régulièrement. Il y a la thermoception, qui est le sens du chaud et du froid, la nociception, qui est le sens de la douleur, et la proprioception, qui est le sens de la localisation de différentes parties de notre corps dans l'espace. Et si on confond souvent ces 4 sens, c'est parce que ces 4 sens forment un ensemble qui s'appelle la somesthésie. Et c'est ça qu'on appelle souvent à tort le toucher. Il ne faut pas confondre le toucher et la somesthésie. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on en parle dans le prochain épisode. Ah ouais, light donc. T'as vu, je t'ai dit. Quoi? Non, rien, ta gueule. Merci à tous. Ciao.